2, 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition. Réalisé qu'on était le 11 septembre. Et qu'il y a 20 ans, jour pour jour, le 11 septembre, à peu près le décalage horaire, devrait se faire 6. Et si ceux-là sont là maintenant, c'est parce qu'il y a un autre image avec lequel cette presse aérienne aujourd'hui. L'hommage à quelqu'un qui habitait ici d'ailleurs, il habitait à même pas 10 minutes de cet aérodrome. Ce bonhomme était un type étonnant. Il parlait, mais il était d'une modestie qui brisait l'indécence. Il parlait presque avec l'air de sécurité de parler. Ce bonhomme à qui ces avions légers rendent hommage. Au ciel arrivant de la droite, les marins et leurs commentateurs. Nationale vous aide, bien évidemment. Il a suite avec les super étendards avant de passer au super étendard modernisé et d'ensuite sur votre droite au sud des installations vous avez l'usine Safran. Ces moteurs ont été développés, conçus. Ces avions tross sortis comme à l'appontage. Les vitesses avoisinent les 1000 km/h. La réduction de cet avion l'amène à se poser aux alentours. Sur votre gauche, la tête. On peut le saluer parce qu'à l'intérieur, je peux vous dire que tout le monde vous voit.
mais également à vous montrer une boîte de conserve à 500 km et savoir si cette boîte de conserve est amie ou ennemie. Et quand je dis boîte de conserve, c'est la taille d'un canot de sauvetage. Et donc quand on veut retrouver un naufragé, que ce soit dans le Pacifique, l'Atlantique ou la Méditerranée, eh bien forcément il faut avoir des yeux électroniques doublés des yeux humains. D'avoir des missions anti-navires ainsi que des torpilles. Il est aujourd'hui en version 6, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a augmenté toutes les capacités électroniques de bord pour aller non seulement à la recherche, mais à la détection et également au traitement des cibles. Si on voit que sur la mer, il y a des missiles, il y a des torpilles, et bien sur Terre, il y a aussi des bombes. Et ces bombes, elles sont à guidée laser, c'est justement l'intérêt de cet avion, puisque maintenant il est opérationnel aussi bien sur les mers que sur la terre. On le rencontre en Libye, en Syrie. Et il est également présent pour l'appui aux troupes au sol. À l'arrière de l'avion, comme vous avez Il devient opérationnel à partir du moment où elle se remise dans les avions. Tout en douceur, un avion qui va remettre les gaz, il va battre les ailes pour vous saluer. Alors nous on le salue d'avance en roulant les chapeaux, les casquettes, les mains, tout ce que l'on peut. Et on dit merci les marins du ciel d'être présents aujourd'hui. Merci au président, M. Amaran. En milieu contesté, en cœur d'un dispositif complexe et connecté. Un 5G.
soviétique, l'aviation avait une place de choix. L'avion qui est là-haut dans le ciel, en attendant le boomerang, dirigé ce bureau d'études était l'ingénieur Yakovlev. Et selon la tradition russe, cet avion porte comme nom, il porte un abrégé du nom du constructeur. Alors que décolle le boomerang de l'époque avec un yak contre un boomerang australien. Mais je vous raconterai tout à l'heure ce qu'était en fait le boomerang. Mais évidemment, ce genre de combat n'a jamais existé dans l'histoire, puisque jamais les avions russes ne sont allés combattre dans le Pacifique à proximité. On combat, on passe pas. Les Australiens, surtout montés sur boomerang, et des pilotes. Eux-mêmes leurs propres avions, et ça a donné ça. Le boomerang avait été étudié par une petite industrie, un petit groupe d'ingénieurs et d'industriels australiens, en réponse justement à ce problème qui disait faire venir des avions d'Angleterre ou d'Amérique, c'est compliqué, c'est la guerre, c'est loin. Et puis en plus, ils ont eux-mêmes leurs besoins et on va pas les embêter à venir leur mendier des avions. Donc comme les Australiens avaient acheté, que là c'était principalement focalisé sur le territoire européen. Et voici donc cette formation de chasseurs de la dernière guerre d'origine britannique, les Ultimate Fighters. Là vous avez une patrouille de 4 et dans cette patrouille de 4 vous avez 4 des avions de chasse les plus célèbres de toute l'histoire de l'aviation. En leader, celui qui a le gros museau rouge, le P-47, le Thunderbolt, autrement dit la foudre en anglais, mais avec des avions partout, et quand vous allez aux toilettes, que vous appuyez sur le bouton de la chasse, eh bien vous entendez le discours de Churchill sur jamais dans l'histoire de l'humanité autant d'hommes n'ont contracté une dette aussi importante à l'égard d'un si petit nombre. Enfin bon, on ne s'attend pas à ça quand on appuie sur le bouton de la toilette. Donc ça c'est pour Republic Field. Sur les flancs de la patrouille, à droite et à gauche, vous avez les ennemis héréditaires, les ennemis absolus. D'un côté, Sa Majesté très Mr. Schmidt 109 à l'atterrissage, que Mr. Schmidt 109 perdu en combat. Mais voici la confrontation des deux superstars, si on peut les appeler ainsi. Ce sont des armes, ne l'oublions pas. En haut le 109, en bas le Spit. Essayer de faire venir en France des ingénieurs aéronautiques permettant de fabriquer une après-guerre brillant pour l'industrie. Technique aéronautique de Rickenbach, autrement dit en abrégé ATAR. Et l'usine qui est à côté d'ici, l'énorme usine où on fabrique les réacteurs les plus fabriqués au monde, ceux qui font voler les 737 entre autres et les Airbus 320, eh ben, en tout cas, ils ont réussi à construire une des plus phénoménales, avec bien sûr beaucoup de Français et des Français brillants. Attendez, d'abord on pose le 109. Atterrissage d'un 109 sur piston dur, c'est un immense moment de pilotage. Cet avion a tendance à vouloir à toute force, en fonction des légères rafales de vent de travers, il veut absolument pivoter. Gowdy, qui était dans le gros P-47, le Thunderbolt, lui il prenait aucun risque parce que c'est pas un avion, c'est à peu près une locomotive, mais une locomotive qui vire serrée. Dans le Spit Mark V, celui que
dont finalement je suis totalement jaloux et qui est en train de se poser avec un avion aussi délicat à poser. Le Speed, il met un peu de moteur, comme ça souffle la dérive et ça permet du bout des pieds, du gras des orteils, ça permet de garder un peu mieux de dirigibilité au posé. Donc celui dont je suis un mec ou d'une nana. Ces avions sont des délices absolus, ce sont probablement dans toute l'histoire de l'aviation, si ces avions-là ont une telle aura, c'est simplement parce qu'ils sont des avions Ultimate Fighter. Il y a encore plus utile, le voilà. La major de la marine américaine savait que s'il devait y avoir de la guerre, eh bien, elle se livrerait en grande partie dans le Pacifique. Et donc il leur fallait des hydravions, des machines capables de surveiller les étendues du Pacifique. Oh là, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh putain, oh putain, oh putain, merde. Sécurité tout de suite. Chose à Djibouti, il y a longtemps. Ouais. Dans le ciel, allez, ça arrive. Et on est équipé pour. Dans le ciel, le PBY, le Catalina. Et je disais tout à l'heure que cet avion est tout à la fois un grand bateau et un grand avion. Dans les immensités pacifiques, il y a un archipel très connu, l'archipel des Hawaï. D'avion, la série des têtes brûlées de Papy Boeing, l'histoire de Papy Boyington. Alors ça vaut le coup de rappeler qui était Papy Boyington, mais le cadre de la série était intitulé un peu bêtement parce que la vraie traduction de Baba Black Sheep c'est les brebis galeuses et les brebis galeuses étaient véritablement le surnom d'une escadrille dans le Pacifique. Alors que cette merveilleuse machine de 225, il est beau le B-25. Je suis d'autant plus content de le voir que mon petit garçon fallait un avion comme ça, mais quand je dis que c'est un avion qui avait été dessiné sur les nappes en papier d'un restaurant à hamburger de Santa Monica, c'est vrai, parce que c'est un avion qui a, au début, les gens de North American s'étaient dit, oui, bon, d'accord, les militaires disent qu'il leur faut ça et ça, mais... ouais, on peut faire, mais ils l'ont dessiné en vitesse, oh Dieu qui va vite. Ils l'ont dessiné en vitesse au point que au tout de Papy Boyington et compagnie, avec leur corsaire, il est 14h30, on est sur la Lune et... Non, on est dans le Pacifique, sur une plage bordée de cocotiers dont un certain nombre ont été décapités par les bombes japonaises. Et soudain apparaissent dans le ciel la silhouette extraordinaire d'un des avions les plus extraordinaires de l'histoire.
Ordinaire que les ingénieurs japonais, il y a un dessin animé japonais d'ailleurs qu'il faut absolument que vous voyez parce que c'est l'histoire du zéro, mais romancé, un dessin animé de, comment il s'appelle déjà, Miyazaki, voilà, et l'histoire du zéro est romancée dans ce film fabuleux qui s'appelle Le vent se lève. Le vent se lève. Les Américains à l'époque ne se sont pas fatigués. Ils ont pris le nom japonais, ils l'ont appelé le zéro. Et les pauvres zéros japonais, au bout d'un moment, à partir de 1943, ont dû, dans la bataille du Pacifique, se cogner à ce gros monomoteur lourd, fabuleux, qui a écrit l'histoire tout en laissant une trace absolument extraordinaire au niveau de l'esthétique, on va dire, de l'avion de guerre, le Corsair. Rarement un avion a aussi bien porté son nom. Le Corsair avait été conçu dans une petite firme qui produisait des avions solidissimes. Cette firme s'appelait Chansport, du nom du fondateur, Monsieur Vought, en français, V-O-U-G-H-T. Et le type qui avait conçu cet avion était un ingénieur qui s'appelait Rex, comme le chien, Rex au pied, Rex Bicel. Et confort voiture américaine de l'époque où les bagnoles américaines étaient, et qu'elles faisaient 3 tonnes 5 d'abord, le voilà au décollage, on croirait un chasseur d'ailleurs. Mon Dieu qu'il est beau. Il est juste un peu moins beau que mon Lockheed 12. Que j'aurais bien aimé, le plus raffiné en matière de monomoteur que vous puissiez imaginer. Ça se pilote à peu près comme un chasseur, ça a quelque chose de réminiscent du Corsair dans le comportement. Oh, qu'il est beau. Vous, en gros, en temps de vol, entre ici et le terrain d'Arcachon, qui ne s'appelle pas Arcachon d'ailleurs, mais la teste de Buche, et ben vous mettez 1h05 à tout casser, 1h05, 1h10 avec cette belle machine. Voilà donc une forme d'aviation extrêmement raffinée qui est née dans l'immédiat après-guerre et qui est née de cette avancée extraordinaire qu'avait fait l'art aéronautique, à la fois que c'est beau, que je vous assure que s'annoncer comme ça, comme il vient de le faire là, en vente arrière pour la 19. C'est des mots, on se régale à les dire. C'est très con, mais c'est très beau. Et oser prétendre qu'on veut interdire aux enfants de rêver, alors que soi-même on n'a jamais dit Poitiers en vente arrière pour la 12. C'est vraiment pathétique. Voilà, poser, pas cacher. Ça, c'est le truc qu'on dit après, systématiquement. C'est un truc qu'il faut dire, parce que dans l'aviation, bon, les marins détestent les lapins. Et il fait de l'hélico. Et Henri est là, et on va applaudir les avions qui vont passer maintenant, mais en même temps que les avions, vous applaudissez une de mes idoles de mes jeunes années, s'il vous plaît, Henri Pescarolo. Ouais, non, c'est pas des Lockheed, ça y ressemble, mais les Lockheed sont beaucoup plus beaux. Ce sont des Beechcraft, comme celui-là. Et c'est des Suisses. Là-bas. Voilà. Les compagnies aériennes légendaires de l'histoire de l'aviation. Et dans ces ailes et derrière, ce sont 3 Beech 18 et Beechcraft modèle 18. Également petits avions de ligne à l'époque. Là, c'est le transport aérien dans sa splendeur absolue. Le transport aérien de la fin des années 30 et surtout. Mais c'est avant tout un avion, et un avion aux caractéristiques aérodynamiques.
Le pilote d'essai de cet avion, George Welch, était client de ce qui à l'époque était le paradis pour les aviateurs égarés dans cette région de Californie. Ils habitaient tous plus ou moins dans un motel bordel. On ne sait pas très bien si c'était plus hôtel que bordel ou l'inverse, mais il y avait des chevaux, c'est ça qui était important. Et ça s'appelait en fait, ça s'appelait chez Pancho parce que la patronne de l'hôtel était une aviatrice d'avant-guerre, Pancho Barnes, véritable passage de mur du sang par le F-86 Sable. Alors cet après-midi, si vous voulez voir et savoir à quoi ressemble un fou fêlé, mais qui pourtant est un garçon extrêmement discipliné et en qui je vous jure que vous pouvez avoir toute confiance quand il vous pilotera dans son Boeing 777. Il s'appelle Frédéric Acari, il est commandant de bord à Air France et il a cassé sa tirelire et il a amené pour le patrimoine aéronautique français cette merveille absolue. Il te dit fais attention parce que quand tu cabres à la rotation au décollage, si tu lui mets un peu trop cabré, tu de l'ARF qui s'appelait l'Auxiliary Air Force et qui était composé uniquement de fils de famille triés sur le volet. C'était quasiment une cooptation des fils de famille appartenant aux meilleures universités, Oxford, Cambridge et autres. Et il y avait même alors il y avait un tas de villages en Angleterre près desquels il y avait des prairies, puisque les aérodromes de l'époque étaient des prairies, il y avait pas de piste, et on entendait ce son-là plusieurs fois par jour pendant l'été 40, aérien, et il a été touché, son avion, pas l'avion mais le réservoir, et à la tour, si on peut signaler au pilote du Marseille que la roue du train gauche n'est pas verrouillée. La roue gauche n'est pas rentrée dans le logement, elle pendouille de 5 degrés sous la voilure. Donc, Richard il a traversé l'Atlantique avec une valise en croco parce qu'elle n'était pas en carton, parce qu'il savait vivre. Et aujourd'hui, la Patrouille de France rend hommage à Antoine de Saint-Exupéry. Donc voici le Lightning dans la Patrouille de France. À 43 ans, Syntex, qui n'avait pas piloté depuis 4 ans, voulait absolument revoler et voler si possible dans ce truc-là. Le Lockheed Lightning, l'éclair. Je peux te dire, bonhomme, c'est plus des créations industrielles ou techniques, ce sont des créatures de métal. Pour les niveaux de performance, c'est à peu près un Airbus 320, sauf que c'est pas pressurisé. C'est pas pressurisé, ça vole ici à 12 km d'altitude. Et Syntex voulait absolument voler dedans parce que son groupe de reconnaissance volait sur des avions désarmés. Syntex n'était pas un guerrier, mais pourtant il voulait participer à la guerre. Et donc faire de la reconnaissance, c'est-à-dire de la photographie à haute altitude et ramener des renseignements qui permettent de gérer la guerre, c'est un métier très noble. Et donc les P-38 dans lesquels il avait été relâché à 43 ans, aux grandes dames, c'était pas la forme des formes, mais personne n'osait lui dire non. Jusqu'à Eisenhower, parce que
il emmerdait tout le monde avec son désir de vouloir voler. Et comme c'était un homme public, c'était une star de la littérature, bon, même Eisenhower était au courant. Eisenhower avait fini par dire « il m'emmerde, pour qu'il arrête de m'emmerder, laisse-le voler ». Ce qui était finalement une excellente stratégie de la part de Syntex. Seulement, il avait été autorisé à 5 vols de guerre. Les vols de guerre, c'est-à-dire des vols où on va effectivement faire la guerre en opération. Il avait décollé. On va poser Syntex. Syntex est des fils de vous en formation super balance qu'il emmène ses équipiers pour commencer cette démonstration. Mon général, mesdames et messieurs, du bleu, du blanc, du rouge, c'est la patrouille de France 2021. Nous sommes actuellement plus de 40 000 hommes et femmes au sein de l'armée de l'air et de l'espace, répartis sur 24 bases et 7 détachements, en métropole et hors métropole. Fiers de nos traditions, à l'écoute de nos anciens, nous savons nous rappeler de notre histoire pour nous tourner vers l'avenir. Il est un pilote pour qui la passion de l'histoire a été déterminante. Passionné par un livre sur la Première Guerre mondiale, le capitaine Michael Jost a volé sur Mirage F1 et sur Mirage 2000. Il a rejoint la patrouille de France en 2017. Il est l'extérieur gauche de cette formation, Atos 7. À la passion du vol, c'est ce qu'a fait le... et le déclic aéronautique par la même occasion. L'armée de l'air et de l'espace lui a ensuite permis de voler sur Mirage 2000 puis sur Rafale. Il apprécie particulièrement le travail en équipe au service de son pays, ce qu'il a connu lors de l'opération Barkhane. Il est l'intérieur droit, Atos 2. Présenter l'armée de l'air et de l'espace au plus haut niveau, c'est l'excellence. Doucement. Brille la lune de son nez. Va s'effacer. Vous avez entendu Philou Top, c'est le capitaine Jean-Philippe Tanguy. Quand il était enfant, il a assisté à la présentation du Mirage 2000 sur le display. Quelques années et des... Fragile, seul.
désormais à assister à la seule figure du ruban où la patrouille se sépare en 2 formations synchronisées. Mesdames et messieurs, regardez face à vous, c'est là Sirius. Il occupe aujourd'hui le poste de premier solo et leader du box arrière. Un sur le ventre, l'autre sur le dos. La précision au service de l'audace. Regardez-les arriver, mesdames et messieurs, c'est le croisement chandelle des solos. Des barriques alternées qui vont être suivies d'ici quelques instants du palmito. C'est pour partager ses valeurs et se rendre plus accessible que l'armée de l'air et de l'espace s'est tournée vers les escadrilles Air Jeunesse. Pour ces 400 jeunes âgés de 12 à 25 ans, cette expérience marque les premiers pas dans le monde de l'aéronautique et l'univers de la défense. Vous l'avez compris, cette démonstration. Le Big Bang du box arrière du futur, le SCAF. Suivez bien les extérieurs des yeux, ils vont prolonger leur trajectoire pour se croiser pendant le virage. L'Apache. Le cœur de la patrouille de France 2020 qui revient au son de l'hymne national. C'est votre patrouille, mesdames et messieurs, la patrouille de France.